Mon fils adoptif a vendu l'appartement pour que sa femme dépense 950 000 $. Après, ils ont voulu venir vivre avec moi. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires ce que vous ressentez pour ce père qui a tout donné. Vos mots pourraient aider quelqu'un qui vit la même situation. N'oubliez pas, le véritable amour n'est pas aveugle, il est courageux. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 69 ans, et j'ai travaillé 50 ans comme maçon ici à Paris. Mes mains sont rugueuses, marquées par le ciment et la chaux, mais ce sont des mains qui ont construit des maisons, des rêves et une famille. Une famille que je pensais durer pour toujours. Voici l'histoire de comment j'ai appris que l'amour, quand il n'est pas rendu avec respect, peut devenir notre plus grande faiblesse. C'était en 1995 quand Antoine est entré dans ma vie. Il n'avait que 8 ans, de grands yeux effrayés, et une histoire qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. L'aide sociale à l'enfance me l'a amené un mardi après-midi, pendant que ma femme Françoise préparait un pot-au-feu. C'est seulement temporaire, ont-ils dit. En attendant qu'on trouve une famille définitive. Françoise et moi nous sommes regardés. Nous avions essayé pendant des années d'avoir des enfants, mais le destin en avait décidé autrement. Ce garçon maigre, avec des vêtements trop grands et un regard méfiant, semblait être la réponse à nos prières. Reste ici avec nous, lui ai-je dit ce soir-là, en l'aidant à s'installer dans la chambre que nous avions préparée à la hâte. Personne ne te fera plus de mal. Antoine n'a pas parlé pendant les 2 premières semaines. Il s'asseyait à table, mangeait en silence, et le soir se fermait dans sa chambre. Mais Françoise avait une patience infinie. Elle lui préparait ses plats préférés, lui lisait des histoires avant de dormir, et petit à petit, ce mur de méfiance a commencé à s'effriter. Le premier papa qu'il m'a dit fut 3 mois plus tard. Nous réparions ensemble un vélo dans la cour de notre appartement dans le 11e arrondissement. Papa, cette pièce va ici, m'a-t-il demandé, tenant une vis dans sa main. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas seulement un mot, c'était un acte de confiance totale. À partir de ce moment, Antoine est devenu mon fils à tous égards. Je l'emmenais au travail le week-end, je lui enseignais à utiliser les outils, je lui expliquais l'importance du travail honnête. Tu vois, Antoine, lui disais-je pendant que nous mélangions le ciment, chaque brique que nous posons doit être parfaite. Parce que de cela dépend la solidité de toute la maison. C'est pareil dans la vie, chaque choix que tu fais doit être honnête, parce que de cela dépend qui tu deviendras. Françoise l'aidait avec ses devoirs, allait aux réunions avec les professeurs, le consolait quand les camarades de classe se moquaient de lui en l'appelant « orphelin ». Tu n'es pas orphelin, lui disait-elle en le serrant fort. Tu as une famille qui t'aime plus que tout au monde. Et ainsi nous avons grandi ensemble. Antoine était bon élève, respectueux, aidait à la maison. Pendant l'adolescence, il a eu ses moments difficiles, quel adolescent n'en a pas? Mais nous arrivions toujours à parler, à nous comprendre. Les autres parents nous disaient, « Vous avez de la chance, c'est un bon garçon. » Et nous répondions toujours, « Ce n'est pas de la chance, c'est de l'amour. » Je me souviens encore du jour où Antoine a eu 16 ans. Nous avions organisé une petite fête dans notre appartement. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais Françoise avait préparé un gâteau au chocolat fait maison et j'avais acheté une guitare d'occasion qu'Antoine désirait depuis des mois. Quand il l'a vue, ses yeux se sont illuminés. « Elle est vraiment pour moi ?» a-t-il demandé, incrédule. « Papa, maman, vous n'auriez pas dû dépenser tout cet argent. » Antoine, lui ai-je dit en posant une main sur son épaule, tu vaux plus que n'importe quel sacrifice. Et puis, un jour, quand tu seras grand et que tu auras du succès, tu nous le rendras en prenant soin de nous quand nous serons vieux. Il a ri et m'a serré fort dans ses bras. Toujours, papa. Toujours. Ces mots résonnent encore dans mes oreilles, surtout maintenant que je sais comment ça s'est terminé. Pendant les années de lycée, Antoine montrait déjà une maturité extraordinaire. Il étudiait avec application, aidait Françoise à la maison, et venait avec moi sur les chantiers le week-end. Papa, me disait-il en me regardant mélanger le mortier, un jour moi aussi je construirai des maisons. Mais pas avec les mains comme toi. Je les concevrai. C'est bien, lui répondais-je en souriant.
L'important c'est que tu te rappelles toujours que chaque maison, aussi belle soit-elle, a besoin de fondations solides. Et les fondations de la vie, c'est l'honnêteté et le respect. Quand il a eu 18 ans, il a voulu officialiser l'adoption. « Je veux votre nom de famille », a-t-il dit. « Je veux être un vrai Dubois. » Nous avons tous les trois pleuré ce jour-là au tribunal. Le juge a souri en signant les documents. « Il est rare de voir une famille si unie », a-t-il commenté. Antoine s'est inscrit en architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Je travaillais en double équipe pour payer ses études, mais ça m'était égal. Françoise faisait des ménages dans 3 maisons pour arrondir les fins de mois. C'est pour l'avenir de notre fils, nous disions-nous. Et ça en valait la peine, parce qu'Antoine était premier de sa classe. Pendant les années universitaires, Antoine me racontait toujours ses projets, ses rêves. « Papa, me disait-il pendant que nous étudions ensemble ses livres d'architecture, un jour je construirai des gratte-ciels. Et le premier que je conçois, je le dédie à toi et maman, parce que vous m'avez appris que les fondations sont la chose la plus importante. » C'étaient des mots qui remplissaient mon cœur de fierté. Je voyais en lui tout ce que j'avais toujours rêvé d'être, cultivé, ambitieux, mais les pieds sur terre. Mais la vie nous réservait une épreuve très dure. En 2010, Françoise est tombée malade. Un cancer du pancréas, déjà à un stade avancé. Combien de temps, ai-je demandé au médecin pendant que Françoise était encore à l'intérieur pour d'autres examens. 6 mois, peut-être moins, a-t-il répondu avec compassion. Je suis désolé. Antoine a été incroyable pendant cette période. Il a quitté l'université pour rester près d'elle, l'accompagnait aux chimiothérapies, lui tenait la main pendant les nuits de douleur. « Maman, lui a-t-il dit le dernier soir, merci de m'avoir appris ce que signifie aimer sans condition. » Françoise est morte sereinement, sachant qu'elle avait élevé un fils merveilleux. Ses derniers mots étaient pour moi, « Pierre, prends soin d'Antoine. Et rappelle-lui toujours que le véritable amour ne demande rien en retour. » Les mois après la mort de Françoise ont été les plus difficiles de ma vie. La maison semblait vide, silencieuse. Antoine s'est occupé de moi avec un dévouement qui m'a ému. Il cuisinait, nettoyait, me tenait compagnie le soir. « Papa, me disait-il, maintenant nous ne sommes plus que tous les deux. Nous devons prendre soin l'un de l'autre. » C'est à cette période que nous avons décidé de vendre l'appartement de 3 pièces dans le Marais. Il était devenu trop grand pour nous deux, trop plein de souvenirs douloureux. « Papa, m'a-t-il dit un soir, pourquoi n'achèterions-nous pas quelque chose de plus petit? Comme ça tu aurais aussi un peu d'argent de côté pour la retraite. » Il avait raison. J'ai vendu l'appartement pour 480 000 € et j'en ai acheté un plus petit dans le 13e arrondissement pour 350 000 €. Avec la différence, plus mes économies de toute une vie, j'ai réussi à mettre de côté environ 280 000 €. Cet argent est pour toi, ai-je dit à Antoine. Pour quand tu auras ton diplôme, quand tu te marieras, pour ton avenir. Papa, m'a-t-il répondu en m'embrassant, tu en as déjà assez fait. Garde cet argent pour toi, pour tes vieux jours. Non, Antoine. Il est pour toi. C'est le seul héritage que je puisse te laisser. Antoine a eu son diplôme avec mention très bien en 2012. Il a tout de suite trouvé du travail dans une multinationale américaine. Le salaire était excellent, 5 800 € par mois. Papa, m'a-t-il dit fièrement, nous avons réussi. Tout ce que tu as sacrifié a porté ses fruits. La cérémonie de remise des diplômes a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Voir Antoine sur l'estrade, avec la couronne de laurier et le sourire radieux, m'a fait oublier tous les sacrifices, toutes les privations. Je dédie ce diplôme à mes parents, a-t-il dit pendant son discours, qui m'ont appris qu'avec l'amour et le travail on peut surmonter n'importe quel obstacle. Pendant les premières années après le diplôme, Antoine a été le fils parfait. Il venait me voir régulièrement, me promenait dans Paris, me racontait son travail. Papa, me disait-il, j'économise de l'argent. Je veux acheter une maison, fonder une famille. Mais je veux le faire correctement, comme tu me l'as appris. En 2015, il a rencontré Céleste. Une fille de bonne famille, diplômée en commerce, belle et apparemment éduquée. La première fois qu'il me l'a présentée,
j'ai été impressionné par son élégance. Elle s'habillait bien, parlait avec assurance, semblait être une fille de classe. Papa, m'a dit Antoine ce soir-là, je crois que je suis amoureux. Au début, elle me plaisait vraiment. Elle était polie avec moi, m'apportait toujours un petit cadeau quand elle venait dîner, me demandait des conseils sur les plats traditionnels français. Pierre, me disait-elle avec ce sourire charmant, Antoine m'a raconté votre histoire. Vous êtes un exemple de comment l'amour peut créer une vraie famille. Mais déjà pendant les fiançailles, j'ai commencé à remarquer quelques signaux que j'aurais dû prendre plus au sérieux. Céleste avait des goûts coûteux. Quand il sortait, elle insistait toujours pour aller dans les restaurants les plus chers de Paris. Antoine, lui disais-je en plaisantant, attention que cette fille ne te fasse pas dépenser toutes tes économies. Elle riait, mais dans ses yeux je voyais un éclair d'agacement. Un jour, pendant que nous préparions le déjeuner ensemble, Céleste m'a posé une question qui m'a mis mal à l'aise. « Pierre, mais combien vaut l'appartement d'Antoine? Celui que vous avez acheté ensemble? » « Pourquoi me demandes-tu ça ?» ai-je répondu, surpris. « Oh, rien de particulier, a-t-elle dit avec désinvolture. C'est juste qu'on pense à l'avenir, et je voulais comprendre quelle est la situation économique. » Cette question ne m'a pas plu. Mais Antoine semblait si heureux que j'ai décidé de ne rien dire. Ils se sont mariés en 2017 avec une cérémonie élégante au château de Vincennes. J'étais heureux, mon fils avait trouvé l'amour. Pendant la réception, Céleste s'est approchée de moi. « Pierre, m'a-t-elle dit en m'embrassant, maintenant nous sommes une famille. Antoine a de la chance d'avoir un père comme toi. » Mais déjà pendant la lune de miel, j'ai commencé à remarquer des changements plus évidents. Céleste postait constamment des photos sur les réseaux sociaux, sac Louis Vuitton, chaussures Louboutin, dîner dans les restaurants les plus exclusifs de la Côte d'Azur. « Papa, me disait Antoine quand je le lui faisais remarquer, c'est notre lune de miel. Nous méritons de nous faire un peu plaisir. Et puis je peux me le permettre. » À leur retour, les choses ont empiré rapidement. Céleste avait développé une obsession pour le luxe qui dépassait largement leurs moyens. Chaque week-end, ils devaient aller dans quelque hôtel 5 étoiles, chaque mois elle devait acheter quelque chose de cher. C'est pour mon travail, se justifiait-elle. Je dois maintenir une certaine image. Mais quel travail fais-tu exactement, lui ai-je demandé une fois pendant un dîner. Conseil en marketing, a-t-elle répondu vaguement. Je travaille avec des clients très exigeants. L'apparence est tout dans ce secteur. Antoine acquiesçait, mais je remarquais qu'il semblait de plus en plus stressé quand on parlait d'argent. En 2018, ils ont décidé d'acheter une maison. Notre appartement en location ne suffit plus, m'a expliqué Antoine. Nous voulons quelque chose à nous, ou fonder une famille. Nous avons regardé différentes solutions, mais Céleste avait des exigences précises. Ça devait être dans le centre, ça devait faire au moins 140 mètres carrés, ça devait avoir une vue panoramique. Antoine, lui ai-je dit pendant une de nos visites, peut-être devriez-vous considérer quelque chose de moins cher. Vous pourriez toujours changer de maison plus tard, quand vous gagnerez plus. Céleste m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Pierre, a-t-elle dit d'un ton glacial, je n'ai pas l'intention de vivre dans n'importe quel appartement. J'ai mes standards. Nous avons trouvé l'appartement parfait avenue des Champs-Élysées, 160 mètres carrés, rénové, avec terrasse et vue sur l'Arc de Triomphe. Le prix était de 950 000 €. Antoine avait économisé 200 000 €, mais ça ne suffisait pas pour l'emprunt qu'il voulait. « Papa, m'a-t-il dit un soir, pourrais-tu m'aider? Je sais que tu as ces 280 000 € de côté. » Je n'ai pas hésité une seconde. « Ils sont à toi, lui ai-je dit. Je les ai toujours gardés pour toi. » Je lui ai tout donné. 280 000 € qui représentaient 50 ans de travail, de sacrifice, de privation. Antoine a pleuré quand nous avons signé le virement. Je ne l'oublierai jamais, papa. Cette maison sera aussi ta maison. Mais il y avait un problème. Pour des raisons fiscales et pour obtenir de meilleures conditions sur l'emprunt, nous avons décidé de mettre l'appartement seulement au nom d'Antoine. C'est juste une question bureaucratique, m'a-t-il assuré. Tu es mon père, cette maison est aussi la tienne. J'aurais dû insister pour mettre mon nom sur les documents. J'aurais dû être plus prudent.
Mais je faisais aveuglément confiance à mon fils. Ils ont emménagé dans le nouvel appartement en janvier 2019. Il était vraiment magnifique, parquet en chêne, cuisine moderne avec électroménager dernier cri, salle de bain avec jacuzzi. Céleste rayonnait. Enfin une maison digne de nous, a-t-elle dit en rangeant ses vêtements dans le dressing qui était aussi grand que ma chambre. Les premiers mois se sont bien passés. Antoine m'invitait souvent à dîner, me montrait les améliorations qu'ils apportaient à l'appartement. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer que Céleste changeait d'attitude envers moi. Plus la belle-fille affectueuse, mais une femme qui me regardait comme si j'étais un intrus dans sa maison parfaite. Pierre, m'a-t-elle dit un soir pendant qu'Antoine était dans la cuisine, maintenant que nous avons notre propre maison, peut-être serait-il mieux qu'on se voie un peu moins souvent. Antoine a besoin de se concentrer sur sa nouvelle vie. Je suis resté bouche bée. Céleste, je ne veux pas déranger. Je ne viens que quand Antoine m'invite. Je sais, a-t-elle répondu avec un sourire forcé, mais tu comprends, non? Un couple a besoin de ses espaces. Et puis, Antoine grandit. Il ne peut pas toujours dépendre de son père. Je n'ai rien dit à Antoine. Je ne voulais pas créer de problème. Mais mon cœur s'est un peu brisé ce jour-là. Les visites se sont espacées. Antoine semblait de plus en plus distant, de plus en plus pris par le travail et sa femme. Quand je l'appelais, il répondait à la hâte, « Papa, là je ne peux pas, je te rappelle. » Mais il ne rappelait jamais. Pendant les rares fois où j'allais les voir, je remarquais que l'appartement se remplissait constamment d'objets coûteux. Tableaux d'auteur, vases en cristal, tapis persans. Céleste a un goût raffiné, m'expliquait Antoine quand je le faisais remarquer. Et puis, nous investissons dans la décoration. Ce sont des biens qui gardent leur valeur. En 2020 est arrivée la pandémie. Je suis resté enfermé dans mon petit appartement pendant des mois, sans voir personne. Antoine m'appelait une fois par semaine, mais c'était des conversations brèves, formelles. « Comment ça va, papa? Tout va bien? Parfait, on se reparle bientôt. » C'est pendant le confinement que j'ai commencé à remarquer les posts de Céleste sur Instagram. Des sacs neufs chaque semaine, des dîners dans des restaurants chers, quand ils ont rouvert, des week-ends dans des hôtels de luxe. Mais comment font-ils, me demandais-je. Avec un seul salaire et un emprunt à payer? Un soir, j'ai appelé Antoine pour lui demander comment ils allaient financièrement. Tout va bien, papa, m'a-t-il répondu évasivement. Le travail marche bien, on arrive à se permettre quelques petits plaisirs. Antoine, ai-je insisté, mais l'emprunt? Les dépenses? Céleste ne travaille pas. Papa, m'a-t-il interrompu avec un ton que je ne lui avais jamais entendu, ne t'inquiète pas pour nos finances. Nous sommes adultes, nous savons ce que nous faisons. C'était la première fois que mon fils me parlait avec cette dureté. J'ai compris que quelque chose changeait profondément. En septembre 2020, Antoine m'a appelé avec une nouvelle qui m'a glacé le sang. « Papa, nous avons vendu l'appartement. » Comment, ai-je balbutié. Pourquoi? Céleste a trouvé une opportunité d'investissement incroyable, m'a-t-il expliqué avec enthousiasme. Un ami à elle a une entreprise qui importe des produits de luxe d'Italie. Il nous a garanti un retour de 40% par an. Nous avons vendu la maison pour 1 200 000 €, nous avons gagné 250 000 € en 2 ans. Et nous avons tout investi. Le monde s'est écroulé sur moi. Antoine, mais où habitez-vous maintenant? Nous avons pris en location un appartement magnifique dans le 16e. C'est seulement temporaire, dans 1 an nous rachèterons quelque chose d'encore plus beau avec les gains de l'investissement. Antoine, ai-je dit en essayant de garder mon calme, as-tu fait vérifier cette entreprise? As-tu consulté un comptable? Un avocat? Papa, l'ami de Céleste est absolument fiable. Il a déjà fait gagner beaucoup d'argent à d'autres personnes. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Qui est cet ami, ai-je demandé. Il s'appelle Maxime, il travaille dans le secteur du luxe depuis des années. Céleste le connaît depuis l'université. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. 50 ans de travail, 280 000 € de mes économies, tout investi dans une affaire dont je ne savais rien.
Mais Antoine semblait si sûr, si heureux. Peut-être que j'ai tort, ai-je pensé. Peut-être que c'est vraiment une opportunité. Les mois ont passé. Antoine continuait à être optimiste concernant l'investissement, mais je remarquais qu'il était plus nerveux, plus stressé. Quand je lui demandais des nouvelles, il répondait toujours « Tout va bien, papa ». L'argent grandit. Céleste, elle, continuait à poster des photos de shopping et de dîners chers. Au moins ils vont bien, me disais-je pour me consoler. Mais en janvier 2021, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Antoine avait perdu du poids, avait des cernes profondes, semblait toujours inquiet. Quand je l'appelais, souvent il ne répondait pas. Et quand il répondait, sa voix était endue, nerveuse. En mars 2021, Antoine m'a appelé avec la voix brisée. « Papa, il faut que je te voie. C'est urgent. » Nous nous sommes rencontrés dans un café près de la gare du Nord. Antoine avait les yeux rouges, les mains qui tremblaient. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. « Papa, a-t-il chuchoté, l'investissement, ça a mal tourné. » Très mal. Qu'est-ce que ça veut dire, mal tourné, ai-je demandé, bien que dans mon cœur je connaisse déjà la réponse. L'entreprise a fait faillite. L'ami de Céleste a disparu. Nous avons tout perdu. Tous les 1 200 000 €. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Comment c'est possible, Antoine? Vous n'aviez pas fait de vérification? Vous n'aviez pas consulté un avocat? Céleste disait que tout était sûr, a-t-il pleuré? Elle disait que son ami était fiable. Moi, j'ai fait confiance. Et maintenant, où habitez-vous? Nous sommes encore dans l'appartement en location, mais nous n'arrivons plus à payer. Le loyer coûte 4 800 € par mois, et avec les dépenses de Céleste. Il s'est arrêté, se rendant compte de ce qu'il venait de dire. Quelles dépenses de Céleste, ai-je demandé d'une voix ferme. Antoine a baissé les yeux. Elle dit qu'elle a besoin de maintenir un certain standard. Pour son travail, pour les relations sociales. Elle dépense environ 5 000 € par mois entre vêtements, coiffeurs, salle de sport, dîner. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Antoine, tu gagnes 5 800 € par mois. Si elle en dépense 5 000 et le loyer coûte 4 800, comment vous vivez? Nous utilisons les cartes de crédit, a-t-il admis. Nous avons déjà une dette de 110 000 €. Je suis resté silencieux pendant de longues minutes. Mon fils, le garçon que j'avais élevé avec les valeurs du travail honnête et de l'épargne, était devenu complice de la destruction de sa propre vie. Et Céleste, ai-je demandé. Elle sait la situation? Elle sait tout, a répondu Antoine. Mais elle dit qu'elle ne peut pas renoncer à son style de vie. Elle dit que si je l'aime vraiment, je dois trouver le moyen de le lui garantir. Antoine, ai-je dit en essayant de contrôler la colère qui montait en moi, tu es en train de détruire ta vie pour une femme qui t'exploite. Ne dis pas ça de ma femme, a-t-il explosé. Elle-même. C'est juste que, elle est habituée à un certain niveau de vie. Papa, a continué Antoine d'une voix suppliante, je voulais te demander, pourrais-tu nous aider? Juste pour quelques mois, le temps qu'on trouve une solution. Quel genre d'aide, ai-je demandé, bien que j'imagine déjà la réponse. Pourrais-tu nous héberger dans ton appartement? Juste temporairement. Comme ça nous pourrions économiser sur le loyer et nous réorganiser. J'ai regardé mon fils, cet homme de 36 ans qui avait dilapidé plus d'1 million €, et pour la première fois de ma vie j'ai senti une colère profonde, viscérale. Pas seulement pour l'argent perdu, mais pour le manque total de responsabilité, pour l'absence de tout remords réel. Antoine, ai-je dit d'une voix calme mais ferme, toi et Céleste vous avez gaspillé 1 200 000 €. De ceux-ci, 280 000 étaient mes économies de toute une vie. Et maintenant tu voudrais que je vous héberge pendant qu'elle continue à dépenser 5 000 € par mois en futilité? Papa, c'est juste temporaire. Non, Antoine. Ce n'est pas temporaire. C'est un mode de vie. Céleste n'a jamais appris la valeur de l'argent, et toi tu as oublié tout ce que je t'ai enseigné. Je me suis levé de table. Quand tu seras prêt à prendre des décisions d'adulte responsable, appelle-moi.
Mais pas avant. Je suis rentré chez moi le cœur brisé. J'avais perdu non seulement mes économies, mais aussi la confiance en mon fils. Les semaines suivantes ont été un enfer. Antoine m'appelait tous les jours, parfois en pleurant, parfois en colère. « Papa, nous sommes dans le pétrin. Le propriétaire nous a donné congé. Nous n'avons nulle part où aller. » Et Céleste, demandais-je toujours. Elle a trouvé un travail? Elle a réduit les dépenses. Elle cherche, répondait-il évasivement. Mais d'après ses posts sur Instagram, je voyais qu'elle continuait sa vie de luxe, comme si rien n'avait changé. Un soir, Antoine s'est présenté à ma porte avec Céleste. Elle avait une expression arrogante, comme si c'était ennuyeux d'être là. « Pierre, m'a-t-elle dit sans même me saluer, Antoine m'a dit que tu pourrais nous héberger. C'est une solution temporaire, évidemment. » « Temporaire combien de temps, ai-je demandé. « Le temps qu'on trouve quelque chose d'adéquat, a-t-elle répondu. Je ne peux pas vivre n'importe où. J'ai mes standards. Et quels seraient ces standards, ai-je demandé. Au moins 120 mètres carrés, en zone centrale, avec des services de qualité, a-t-elle énuméré comme si c'était évident. J'ai regardé mon fils, qui gardait les yeux baissés, puis sa femme, qui me regardait comme si je lui devais quelque chose. Non, ai-je dit simplement. Comment non, a explosé Céleste. Nous sommes famille. Tu as le devoir de nous aider. Mon devoir, ai-je répondu calmement, était d'élever Antoine et de lui enseigner les bonnes valeurs. Je l'ai fait. Le reste, c'est à lui de le faire. Mais Pierre, a-t-elle insisté, tu ne peux pas nous laisser dans la rue. Céleste, ai-je dit en la regardant dans les yeux, tu as gaspillé plus d'1 million d'euros. Mes économies de toute une vie ont fini dans tes sacs et tes vêtements. Et maintenant tu exiges que je t'héberge pendant que tu continues à vivre comme une princesse? Antoine a finalement levé la tête. Papa, je t'en prie. Non, Antoine. Tu as fait ton choix. Maintenant vis avec les conséquences. Un jour d'avril, Antoine s'est présenté à ma porte avec 2 valises. Il était seul. Papa, a-t-il dit les yeux gonflés de larmes, Céleste m'a quitté. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester avec un homme qui n'arrivait pas à lui garantir le niveau de vie qu'elle mérite. Pendant un moment, mon cœur de père a prévalu sur la colère. J'étais sur le point d'ouvrir la porte, de l'embrasser, de lui dire que tout s'arrangerait. Mais alors je me suis arrêté. Et les dettes, ai-je demandé. Elles sont toutes à mon nom, a-t-il chuchoté. 110 000 euros de carte de crédit, plus 20 000 euros de prêt personnel que j'avais fait pour couvrir les dépenses de Céleste. Et elle? Elle a vidé notre compte courant. Il y avait 16 000 euros. Elle a tout pris et elle est partie. Elle a dit qu'elle méritait mieux. Où est-elle allée? Chez Maxime, l'ami qui nous avait proposé l'investissement. Apparemment, il n'avait pas disparu. Il avait juste disparu pour nous. J'ai regardé mon fils, cet homme détruit que j'avais aimé plus que ma propre vie, et j'ai pris la décision la plus difficile de mon existence. Antoine, ai-je dit d'une voix ferme, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux pas te sauver de toi-même. Je ne peux pas permettre que ton irresponsabilité détruise aussi ma vie. Papa, je t'en prie. Je n'ai personne d'autre. Mes amis m'ont tourné le dos quand ils ont su pour les dettes. Les collègues m'évitent. Tu es la seule famille qui me reste. Non, Antoine. Pendant 30 ans je t'ai protégé, je t'ai aidé, je t'ai donné tout ce que j'avais. Et tu as tout jeté pour une femme qui ne t'aimait pas vraiment, qui aimait seulement ce que tu pouvais lui donner. J'ai fermé la porte. De l'autre côté j'entendais Antoine pleurer, supplier. Papa, je n'ai personne d'autre. Je n'ai nulle part où aller. Tu as 36 ans, ai-je répondu à travers la porte. Tu as un diplôme, tu as un travail. Trouve un appartement que tu peux te permettre, réduis les dépenses, paie tes dettes. Comporte-toi en homme. Je n'ai plus ouvert cette porte pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, ma vie a complètement changé. Au début je me sentais coupable, je me demandais si j'avais fait la bonne chose. Mais alors j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui s'était passé.
Antoine n'avait jamais vraiment appris la valeur des choses parce que je les lui avais toujours données sans lui faire comprendre. J'avais cru que l'amour signifiait toujours dire oui, toujours tout donner. Mais je me trompais. En juillet, Antoine m'a appelé. Sa voix était différente, plus mûre, plus responsable. « Papa, a-t-il dit, je voulais te dire que tu avais raison. J'ai trouvé un studio en banlieue, 1100 € par mois. J'ai vendu la voiture et je prends les transports en commun. Je paie les dettes, 2000 € par mois. Ça prendra 6 ans, mais j'y arriverai. » Et Céleste, ai-je demandé. Je n'ai plus de nouvelles d'elle. J'ai su qu'elle s'était fiancée avec un entrepreneur plus riche. C'est peut-être mieux comme ça. Maintenant je comprends qu'elle ne m'a jamais vraiment aimé. Comment tu vis, ai-je demandé. Avec 2700 € par mois, après avoir payé les dettes. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est honnête. Je cuisine à la maison, je ne sors jamais, mais j'apprends à apprécier les petites choses. Nous nous sommes rencontrés une semaine plus tard. Antoine avait maigri, avait quelques rides de plus, mais dans ses yeux il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, la dignité. « Papa, m'a-t-il dit, je ne te demanderai plus jamais d'aide financière. » J'ai appris la leçon. Mais, pourrais-tu me pardonner? Pourrais-tu me donner une seconde chance comme fils? Je l'ai serré fort dans mes bras. Tu seras toujours mon fils, Antoine. Toujours. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Antoine vit encore dans son studio. Il a payé la moitié de ses dettes et a commencé une relation avec une collègue, une femme simple qui travaille comme lui et qui apprécie les petites choses. Elle s'appelle Marie, elle est institutrice, et quand je l'ai rencontrée elle m'a dit, « Monsieur Dubois, Antoine m'a tout raconté. Vous avez fait la bonne chose. » Parfois le plus grand amour c'est savoir dire non. Elle n'est pas riche, Patapa accent grave l'œil, mais elle l'aime vraiment. Et surtout, elle a aidé Antoine à se retrouver. Papa, m'a dit Antoine la dernière fois qu'on s'est vu, Marie m'a appris que le véritable amour ne coûte rien. Une promenade au parc, un dîner cuisiné ensemble, une soirée à regarder un film. Ce sont les choses qui comptent. J'ai appris que le véritable amour ce n'est pas tout donner sans condition. Le véritable amour c'est aussi savoir dire non quand c'est nécessaire, c'est enseigner la responsabilité, c'est permettre aux personnes qu'on aime de tomber et de se relever toutes seules. Mes 280 000 € sont perdus pour toujours. Mais j'ai retrouvé mon fils. Et ça, peut-être, ça vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. La vie m'a enseigné que famille ce n'est pas seulement le sang ou l'adoption. Famille c'est le respect, c'est la responsabilité, c'est l'amour qui sait être aussi sévère quand il le faut. Antoine a appris cette leçon de la manière la plus dure, mais il l'a apprise. Et j'ai appris que parfois, l'acte d'amour le plus grand c'est fermer une porte, pour permettre à ceux qu'on aime de trouver la force d'en ouvrir d'autres tout seuls. Aujourd'hui Antoine vient me voir tous les dimanches. Nous cuisinons ensemble, nous parlons de tout et de rien, nous regardons le match. Il est redevenu le garçon que j'avais élevé, mais maintenant c'est aussi un homme qui sait prendre ses responsabilités. Et quand il me regarde dans les yeux et me dit « Merci, papa », de ne pas m'avoir sauvé quand j'en avais besoin, je sais que j'ai fait la bonne chose. Parce que le véritable amour ne sauve pas toujours. Parfois, le véritable amour laisse les gens apprendre à se sauver tout seuls. La semaine dernière, Antoine m'a apporté une lettre. Papa, m'a-t-il dit, je l'ai écrite il y a des mois, mais je n'ai jamais eu le courage de te la donner. C'était une lettre d'excuse, longue de 3 pages, où il me remerciait pour tout ce que j'avais fait et s'excusait pour tout ce qu'il avait détruit. Je sais que je ne pourrai jamais te rembourser les 280 000 €, avait-il écrit, mais je te promets que je consacrerai le reste de ma vie à être le fils que tu mérites. Pendant que je lisais, les larmes coulaient sur mon visage. Pas pour l'argent perdu, mais pour le fils retrouvé. Antoine, lui ai-je dit après avoir fini de lire, l'argent n'était que de l'argent. Tu es mon fils. Et ça vaut plus que n'importe quel trésor. Maintenant, quand je regarde en arrière toute cette histoire, je comprends que chaque douleur a eu un sens. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai sauvé mon fils. J'ai dû être cruel pour être bon. J'ai dû fermer une porte pour lui permettre d'en ouvrir d'autres.
Et aujourd'hui, quand je vois Antoine heureux avec Marie, quand je le vois fier de son petit appartement propre et bien rangé, quand je l'entends parler de ses projets d'avenir avec les pieds bien sur terre, je sais que j'ai fait le bon choix. Le véritable amour n'est pas toujours doux. Parfois il est amer, difficile, douloureux. Mais il est toujours juste. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like et partagez dans les commentaires ce que vous pensez de ce père courageux. Parfois le plus grand amour c'est savoir dire non. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui parlent au cœur.